Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince demande au président de la République, Jovenel Moïse, de faciliter la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire jaillir la lumière sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Les initiatives du président Jovenel Moïse visant à doter le pays d'une nouvelle constitution sont vouées à l'échec, selon Maître Sonnet Saint-Louis. Décès mardi au Canada de l'ancien sénateur de l'Artibonite, Annick François-Joseph. L'ex-ministre de l'Intérieur aurait été victime d'un arrêt cardiaque. Notre invité de ce soir, présent dans les studios de Métro News, est monsieur Emmanuel Ménard, président du parti Force Louverturienne réformiste et secrétaire général du Bloc démocratique pour le redressement national. S'il fallait présenter le curriculum vitae de monsieur Ménard, il y en aurait pour toute la soirée. Je vais donc aller à l'essentiel, de façon à ce que vous ayez une idée de notre interlocuteur de ce soir. Monsieur Ménard a été président du collège transitoire du Conseil électoral permanent, directeur de la radio et de la télévision nationale, directeur du MUPANA, directeur de la Bibliothèque nationale, directeur de l'ONA. Il a participé de manière très efficace à la construction du palais municipal de Delma 33. Il est éditeur, les éditions Cosmos, et cerise sur le gâteau, il a été également président du Racing Club haïtien. Bonsoir, monsieur Ménard, bienvenue sur le plateau de Métro News. Monsieur Clan, le plaisir est pour moi et je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs de Métropole. Bien, bon, on va se concentrer sur l'actualité, bien entendu. C'est le moment chaud. Alors, bon, élection, pas élection, nouvelle constitution, pas nouvelle constitution, CEP, point d'interrogation. Quel est votre sentiment face à la situation actuelle? Et évidemment, je ne parle pas de l'insécurité, des gangs, de la pauvreté, de la misère, etc. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Nous sommes dans une crise globale. Et cette crise qui perdure n'est plus une crise. Nous sommes dans un status. Toute crise doit être passagère. Et ce sont les bêtises accumulées des différents gouvernements, des différents présidents qui se sont succédés au pouvoir, qui nous ont amenés à cette situation dégradante, humiliante pour la République. Maintenant, il nous faut faire une pause pour diagnostiquer. Nous ne devons pas nous rejeter les responsabilités. Ouais. Tout le monde a sa part. C'est ta faute, c'est ma faute, non, oui. C'est sa faute à lui. Oui. J'ai dit tantôt, tous les secteurs de la vie nationale ont leur squelette dans le placard. Ouais. Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour trouver une issue à la crise. Et une issue qui permettra à la République de se fortifier. Les différents présidents, lors de leur prise de pouvoir, ont l'habitude de répéter « Nous devons restaurer l'autorité de l'État ». Mais à mon sens, ils n'ont pas compris ce que c'était que l'État. Maintenant, nous avons un État en déconfiture. Ce n'est pas la faute à ce gouvernement, à ce président, mais tout le monde qui a été au pouvoir doit être comptable de la situation et de sa gestion. Ouais. Donc aujourd'hui, le problème est politique. Si le problème est politique, nous devons chercher des solutions politiques. Donc, si nous ne pouvons pas diagnostiquer, nous mettre ensemble et nous dire que voulons-nous faire de ce pays, nous n'allons pas sortir de l'auberge. D'ailleurs, vous venez de pondre un long et très beau texte, très bien écrit d'ailleurs, que vous avez intitulé « Le cri de la Toussaint », Toussaint en référence à la fête de la Toussaint qui approche.
Et dans ce texte, vous vous présentez comme faisant partie de l'opposition patriotique, le terme est choisi, et toute solution, dites-vous, passe par une entente nationale. Mais j'ai envie de vous dire, Monsieur Bénard, que ça fait des lustres qu'on recherche cette entente nationale. Il y a eu des tentatives, il y a eu l'annonciature apostolique, il y a eu l'hôtel Marriott, et ça a toujours été une catastrophe, un chaos. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour inviter, obliger les différents acteurs à s'asseoir autour d'une même table et à trouver une entente seule, dites-vous, possible de nous sortir du marasme où nous sévissons? Monsieur Clan, sans froid sur le métier. Remettez votre ouvrage. Et oui. Je n'ai pas peur. Mais c'est valable pour la poésie. Bien sûr. C'est valable aussi pour la politique. Nous ne devons pas avoir peur d'être en minorité. D'accord. Nous devons avoir un discours rassembleur, un discours conciliateur, mais un discours aussi qui crée l'espoir. Personne ne peut confisquer l'espoir de la jeunesse, ni le rêve d'un peuple. Aujourd'hui, toute honte bue, nous avons le devoir de tout nous dire et de nous dire tout. Le départ de M. Moïse du pouvoir, avant le terme de son mandat, après ou la démission est volontaire, ce n'est pas son départ qui va arranger les choses, encore moins les élections. À chaque période de crise, nous avons fait des élections, nous avons changé de manche et nous avons eu toujours le même couteau. Ouais. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Donc, nous devons faire une pause. Une pause pour nous dire quoi faire. Alors, quoi faire? Personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la connaissance ni du patriotisme. Et il nous faut créer la confiance entre les différentes couches de la société. Et la confiance ne se décrète pas. La confiance se construit. Et aujourd'hui encore, la crise naît à partir de la gestion de M. Moïse arrivé à la présidence de la République. Il y a un déficit de confiance entre tous les acteurs. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que l'opposition est saccagée. Mais nous ne pouvons pas demander à l'opposition d'être unitaire. Ce n'est pas parce que tous les partis qui sont dans l'opposition ou qui dénoncent les dérives des gouvernements qui se sont succédés à la gestion du pouvoir avec M. Moïse, cela ne dit pas qu'au niveau idéologique, la vision de la gouvernance du pays est la même. Maintenant, nous devons, les forces vives de la nation, les partis politiques, les forces morales, les forces confessionnelles, les intellectuels, les forces paysannes, bref, la diaspora. La société civile. La société civile, nous mettre ensemble et nous dire que voulons-nous faire de ce pays. Très bien. Bon, ok, mais essayons quand même d'être un peu concrets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des tentatives ont été faites de s'asseoir ensemble et de faire des propositions. Mais les positions sont presque irréductibles d'un côté comme de l'autre. Même si M. Moïse, le président Moïse, joue à la main tendue, disant qu'il est prêt à s'asseoir, et que même il est en train de discuter aujourd'hui avec l'opposition, même farouche, a-t-il déclaré hier. En face, il y a une certaine opposition qui ne veut rien entendre.
absolument rien entendre, même pas de prononcer le nom de M. Moïse devant elle. Alors, comment est-ce qu'on peut amener, est-ce qu'on va rechercher, comme vous venez de le dire, les bonnes volontés, tout en excluant les extrêmes? Est-ce que ce serait ça la solution? Les extrêmes s'identifient. Je n'ai pas le pouvoir ni la qualité de désigner les extrêmes. Mais si M. Moïse aujourd'hui, au moment où nous parlons maintenant, décide volontairement de se démettre de ses fonctions, mais il faudra un chit-attendé pour dire que sera l'après Moïse. Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que pour vous, le départ de M. Moïse est un prérequis à toute sortie de crise? Je cherche une solution à la crise à partir de consensus. Un consensus qui soit pacifique, démocratique. Monsieur Moïse, il est en fonction, il doit faire partie de la solution. C'est le désir. D'accord. Donc moi, je n'ai pas de préalable. Par contre, je dis, il y a au moins 7 points par lesquels rien ne pourra être résolu. Il y a des prisonniers politiques. Il y a le problème du procès des crimes financiers. On parle de CIRH, on parle... Oui, ça, c'est tout le grand domaine de la Petro-Caribé. corruption. On parle... Et de l'impunité, surtout. Bien sûr, c'est le problème de la justice. C'est ça. Il y a la société civile et parle du fameux le décret mettant en vigueur un code pénal. Il y a la nomination de façon irrégulière et illégale d'un conseil électoral provisoire. Il y a aussi, qui fait débat, le mandat du président. Donc... 2021 ou 2022? Non, mais il faut tout mettre. Nous ne devons pas avoir des préjugés si nous négocions. C'est ça. Nous ne devons pas négocier un nouveau gouvernement, ni négocier une nouvelle constitution, encore moins des élections. Nous devons négocier une sortie pacifique et démocratique de la crise. Ce sont les pourparlers qui diront quelle issue nous allons prendre. Qu'allons-nous trouver? Ce n'est pas un travail au-dessus de nos forces, mais il faut la volonté citoyenne et patriotique pour nous mettre ensemble afin de trouver cette solution que tout le monde appelle de ses voeux. Oui, mais certains vous diront que ça, c'est le 13e travail d'Hercule. S'il faut un 4e, il faut le faire. En 1804, oui, nous avons incurvé l'histoire de l'humanité. Absolument. Personne n'a pensé qu'un Dessalines pourrait s'asseoir avec un Pétion. Aujourd'hui, dans le monde actuel, les Américains dialoguent ou négocient avec les talibans, les Irakiens et les Iraniens. En Israël, les deux belligérants se sont mis ensemble pour sortir le pays de l'impasse. Mais pourquoi pas nous autres? Démocrate réformiste que je suis, je ne peux pas exclure la possibilité d'un dialogue pour trouver une solution pacifique. Qui va initier ce dialogue? J'appelle de tous mes voeux le rassemblement des gardiens et des gardiennes de la République, ceux blanchis sous Donc le vous harnais. êtes prêt à vous jeter à l'eau, à être celui qui va sortir son drapeau et qui va crier, qui même me suive. Monsieur Clan, je suis déjà dans l'eau. D'accord. Ma parole, je voudrais qu'elle soit créatrice. Très bien. Je voudrais voir d'autres citoyens patriotes suivre l'exemple des ancêtres. On nous dit que l'union peut faire la force. Mais si nous voulons avoir une force pour éclater les barrières, nous devons nous mettre ensemble. Et mettre ensemble pour vivre ensemble sur ce lopin de terre, cela ne
ne va pas nous permettre rapidement d'avoir le développement, de satisfaire les revendications légitimes du peuple. Mais cela va nous permettre de voir le lumignon. Et en voyant le lumignon et en nous mettant ensemble, nous devons avoir un projet national pour permettre à la jeunesse de rêver et pour permettre au peuple de respirer. Les méchantes langues vous diront, Monsieur Ménard, que cette entente extraordinaire qui a en effet, comme vous l'avez dit, révolutionné la face du monde à l'époque, certains vous diront que cette grande entente que vous avez résumée en deux personnalités, Pétion et Dessalines, a pris fin le 2 janvier 1804, pour ne jamais plus revenir, sauf peut-être à l'époque de Dumarsais estimé. Et son successeur immédiat, qui lui avait pourtant fichu un coup d'État, mais qui n'est jamais revenu sur aucune des initiatives d'Estimé. Paul Magloire a continué la politique d'Estimé et rappelez-vous ce qu'était Haïti à la fin du mandat de Paul Magloire. Nous étions premiers de la classe dans tous les domaines. Combien de temps ça a duré? Il est dit qu'Haïti a raté toutes les grandes révolutions mondiales. Mais nous avons aujourd'hui des opportunités. Cette crise, c'est l'opportunité du malheur. Le malheur peut apporter à ce peuple une raison pour lancer le dernier assaut du dernier acte. Vous avez insisté plusieurs fois au cours des minutes qui ont précédé sur le caractère pacifique que doit prendre ce virage. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut faire l'économie d'une révolution violente, voire sanglante? Je parle d'une réforme révolutionnaire. Ah, de nouveaux concepts, ça. Je suis un réformiste, oui. Mais je prône la révolution culturelle et la révolution mentale. D'accord. Nous ne pouvons pas construire la démocratie dans un pays sans des démocrates. Tout le monde aimerait que cela change, mais personne ne veut se changer lui-même. Voilà. Donc, à partir de ce moment, nous disons, il faut une prise de conscience, il faut une volonté. Nous n'allons pas nous rejeter les responsabilités. Les torts sont partout. Le pouvoir, la société civile, l'opposition, les universités, la diaspora, même si certains voudraient l'exclure. Mais aujourd'hui, j'en appelle à la solidarité nationale, à la compréhension du problème. Est-ce que cette solidarité, cette compréhension n'a pas comme point de départ l'humilité? Ah, c'est la construction du citoyen. Tout citoyen au service de sa République devrait être humble. Devrait être humble. Mais aujourd'hui, nous avons, certains se croient des demi-dieux, d'autres se croient être dépositaires de légitimité ou s'auto-proclament. Mais aujourd'hui, face à l'évidence, nous devons reconnaître que la situation est grave. Et si nous voulons inverser la situation, il n'y a pas d'autre solution, c'est nous mettre ensemble, dire que voulons-nous faire de ce pays. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie, M. Ménard? Parce que maintenant qu'il est question d'élections, tout le monde parle d'élections, sans vraiment se rendre compte qu'il est impossible d'organiser les élections aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent. C'est matériellement impossible. Pourtant, tout le monde semble dire oui, on va aller vers les élections. Mais ça s'est manifesté de quelle manière? Les nouveaux partis politiques poussent comme des champignons chaque jour. Il y a de nouveaux partis politiques avec à leur tête des gens qui disent « je serai candidat à la présidence de la République ».
Je pourrais dire que c'est une vitalité de la démocratie. Mais, Faudra le dire vite. Mais, écoutez, quand il fait très noir, c'est parce qu'il va faire jour. C'est vrai. Nous devons trouver, vous voyez, le secteur culturel haïtien, les créateurs haïtiens, les peintres, les musiciens, les écrivains, puisent leur inspiration dans ce malheur qui perdure. Donc, nous pouvons trouver le souffle nécessaire pour nous dire, nos autres élites. J'ai terminé ce texte dont vous parliez tout à l'heure. Faisons mentir aux ennemis de la patrie qui disent que les élites haïtiennes sont comme du charbon. Allumés, ils vous brûlent, éteints, ils vous salissent. Ouais. Nous avons aujourd'hui la possibilité de montrer à la face du monde, de montrer à nous-mêmes. Si nous ne voulons pas le faire pour nous, faisons-le pour nos enfants. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Oui. Ouais. Aujourd'hui, 2021, 2022, un nouveau gouvernement, une nouvelle constitution, des élections. Transitoires, etc. C'est l'issue des pourparlers qui dira. Les forces nationales ont décidé de faire ceci ou cela pour sortir de la crise, mais sans démagogie, parce qu'aujourd'hui, il le faut. Il y a trop d'hypocrisie et de lâcheté. J'ai bien dit, l'heure du marronnage est terminée. Le moment est venu pour les Haïtiens et les Haïtiennes d'ici et de la diaspora de choisir leur camp. Le camp de la paix, le camp d'Haïti, le camp du consensus, le camp de la solidarité, pour nous mettre ensemble et pour trouver une solution pacifique à cette crise qui a trop duré. Merci infiniment, Monsieur Ménard. Malheureusement, le temps passe un peu trop vite. Nous sommes obligés de mettre fin à cette interview passionnante, je dois dire. Merci d'être venu jusqu'à nous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir très bientôt, au moment où, le flambeau à la main, vous serez suivi de troupes enthousiastes qui auront entendu votre appel d'aujourd'hui. Je serai heureux de retourner sur ce plateau pour parler de l'après-crise. Merci infiniment. Bonne fin de journée. Voilà, c'était M. Emmanuel Ménard qui était notre invité de ce soir. Nous avons essentiellement parlé de la situation actuelle, des espoirs, de constats d'abord, du gouffre dans lequel nous sommes et des espoirs de sortie de crise qui doivent essentiellement passer par une entente nationale et être guidés par le souci de la paix. Le barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a organisé mercredi matin un sit-in dans les parages du Palais national et de la Cour de cassation. L'objectif de ce mouvement était de demander au président de la République, Jovenel Moïse, de faciliter la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire jaillir la lumière sur l'assassinat de feu le bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Les avocats ne capitulent pas devant les obstacles. Nous irons jusqu'au bout dans nos revendications pour que la lumière soit faite sur l'assassinat de Maître d'Orval, ont déclaré les professionnels du droit lors de ce sit-in à l'orée du Palais national et de la Cour de cassation. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Nous allons rester 1 heure face au Palais et à la Cour de cassation. Voilà. En silence. Sous un soleil incandescent, mercredi, dans les parages du Palais national et de la Cour de cassation, plusieurs dizaines d'avocats, membres du barreau de Port-au-Prince, se sont donné rendez-vous pour un sit-in dont l'objectif est clair, mettre les autorités, notamment le président de la République et le président de la Cour de cassation, face à leurs responsabilités concernant l'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval.
Les avocats reprochent au chef de l'État d'ignorer leur demande d'autoriser la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale dont la mission serait de découvrir les auteurs du meurtre de Maître Montferrier d'Orval. Et c'est la bâtonnière, Maître Marie-Suzy Legros, qui rappelle les démarches déjà entreprises à cet effet. Nous avons une lettre de saisine au rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats. Nous avons adressé une lettre à la représentante du Bureau intégré des Nations Unies. Nous avons adressé une lettre à l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. Nous avons adressé une lettre à l'ambassadeur de France en Haïti. Une lettre à la haute commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. Et nous avons fait la saisine du rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires. Les actions du système judiciaire haïtien n'ont pas convaincu les avocats du barreau de Port-au-Prince. Malgré tout, l'Ordre des avocats n'entend pas lâcher prise. L'un des membres du Conseil de l'Ordre, Maître Patrick Pierre-Louis, nous en dit plus. Face à l'ampleur du geste sacrilège posé le 28 août 2020, nous n'accepterons pas un simulacre de justice. Le Conseil de l'Ordre, au nom de tous les avocats du barreau de Port-au-Prince et des juridictions à l'échelle nationale, dit non à la complaisance des autorités publiques, non à toute connivence des acteurs judiciaires. L'espace choisi est très signifiant. Il convient de rappeler au président de la République, Jovenel Moïse, que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Le chef de l'État doit démontrer sa bonne foi dans ce dossier, selon Maître Robinson Pierre-Louis, secrétaire du Conseil de l'Ordre. Apparemment, c'est un refus puisque première lettre écrite 14 septembre, 6 octobre, il écrit encore, barreau de Port-au-Prince écrit, fédération des barreaux écrit, avocat sans frontières écrit. Jusqu'à présent, il fait la sourde oreille. Le président dit, et comme ça va intéresser lui. Donc nous dit, non, il faut nous faire un devoir, nous. Et ça nous fait là, je dis, lui témoigner attachement nous à lutte là, lui témoigner attachement nous à revendication nous. Nous pas camper. S'il arrive que c'est une seule personne, le bâtonnier, le secrétaire, ou bien le trésorier, ou bien uniquement 2-3 personnes qui dans le conseil là, qui pour venir là, bailler pression ça, nous allons continuer à faire jusqu'à ce que nous joignent condamnation des assassins. Après le saccage du domicile de Maître Montferrier d'Orval suite à son assassinat, ce sont les pièces constituant le corps du délit qui ont été volées au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ce qui, selon le barreau, est une entrave évidente à la bonne marche de la justice haïtienne. Mais le barreau de Port-au-Prince n'entend pas faire machine arrière. Il souhaite aller jusqu'au bout, jusqu'en cassation, jusqu'au bout. Si c'est pour une jambe et frontière, on a jambe et frontière pour nous jouer. 28 août, 28 octobre. Déjà 2 mois depuis l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Malgré les mouvements de rue, les discours et les protestations de toutes sortes, la femme aux yeux bandés n'a trouvé jusque-là personne à frapper de son glaive. Si Maître Montferrier d'Orval n'obtient pas justice, la défaite du droit sera non seulement effective, mais aussi irréversible. Et entre-temps, l'enquête se poursuit, semble-t-il. Maître Sonnet Saint-Louis estime que les initiatives du président Jovenel Moïse sont vouées à l'échec. Le professeur à l'UEH a estimé que, faute de consensus politique, le pays est entré dans l'anarchie politique. Aucune élection n'est possible dans la situation actuelle, a-t-il insisté. Nous écoutons Maître Sonnet Saint-Louis. Président Jovenel Moïse, pas premier président, et qui a fait asserlement, moi contre la Constitution de 1987. Lorsqu'on parle des constitutions, on parle d'abord de lutte de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle changement de constitution, son grand moment important lié dans la vie du peuple. La question est la suivante. Qui lui donne cette autorité pour changer la constitution? Donc c'est la question scientifique et juridique à répondre. Qui est-ce qui baille président Jovenel cette autorité de changer la constitution du peuple? On est en droit de se poser cette question. S'il veut changer la constitution, qui lui donne cette autorité de changer la constitution? Parce que l'article 150 limite les pouvoirs du président de la République. Il dit, le président de la République là, pas l'autre pouvoir que ceux qui lui sont attribués
par la Constitution. Il n'a pas dit par la loi, non, par la Constitution. Donc, en ce moment, il faut questionner l'autorité du président en la matière. À l'article 151, soit tiré 5, le serment du président de la République est un serment constitutionnel. Il est juré pour respecter la Constitution, et non seulement pour respecter la Constitution, mais pour faire l'autre monde respecter la Constitution. Il est juré devant la nation et devant Dieu. Ça veut dire, l'on juré devant la nation et devant Dieu, ça veut dire c'est un nous qu'on baille en garantie. Non seulement on va respecter ou même, et on va faire l'autre monde respecter. Maintenant, le président avait la majorité dans les deux chambres. Il n'a pas tenté amendement constitution. Maintenant, le président de la République ne peut pas intervenir dans un temps qui n'existe plus. Si vous pensez que le président a fait réforme constitutionnelle parce qu'il est le président de la République, la procédure d'amendement de la Constitution, c'est la sécurité juridique de la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle que tout le monde n'a pas qu'à manier la Constitution. Parce que sa procédure d'amendement est sa propre sécurité juridique. Annick François Joseph, ancien sénateur de l'Artibonite sous la bannière de l'OPL, est décédé d'un arrêt cardiaque mardi au Canada. Annick Joseph souffrait d'un cancer du pancréas accompagné de complications cardiaques. Il avait déjà subi une intervention chirurgicale en 2018 au niveau de l'un de ses yeux à Cuba. Ancien prêtre catholique, Annick François Joseph avait occupé le poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales dans le gouvernement de transition d'Enex Jean-Charles sous la présidence de Joslerme Privert. Il était également professeur à l'université. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.